Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'art des fleurs pressées. J'espère que cette conversation entre Laetitia, cofondatrice de Vert Magazine et hôte du podcast La Voix Verte, et son invitée Fiona vous inspirera et qu'elle vous donnera l'envie de réaliser vos propres œuvres d'art à partir de fleurs séchées. Je remercie Laetitia et bien évidemment son acolyte Julie de m'avoir prêté cet épisode et d'avoir contribué à la programmation estivale de Basilic. J'espère que cet échange vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue sur La Voix Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voix Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, VEIR magazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte. Salut tout le monde, ici Laetitia. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Fiona, la créatrice à la tête de la marque Chemin des Marettes. Fiona crée des herbiers de fleurs pressées qu'elle propose sur son e-shop sous forme de cadres, d'affiches ou de papeterie avec de très jolies cartes par exemple. Elle propose des compositions déjà faites mais aussi des créations sur mesure si vous avez des besoins spécifiques. Et elle réalise tout cela à la main dans son atelier en se laissant guider par les belles rencontres végétales qu'elle fait autour de chez elle à Paris, dans sa maison de famille en Normandie ou tout simplement en balade un peu partout dans la nature. Je vous invite vraiment à aller visiter son site chemindesmarettes.com qui est une mine de petits trésors et aussi de superbes idées cadeaux. Dans cet épisode, elle nous parle de l'histoire de sa marque, mais aussi et surtout, elle nous dévoile très généreusement toutes ses astuces et tous ses petits secrets pour réaliser des herbiers de fleurs pressées, de manière à ce que vous puissiez, vous aussi, vous lancer chez vous. Allez, c'est parti, place à l'épisode. Bonjour Fiona. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans cet épisode de La Voix Verte. On va parler avec toi des fleurs et notamment des fleurs pressées, un petit peu des fleurs séchées aussi, et de ton métier et de ton activité. Du coup, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux quand même, s'il te plaît, te présenter, nous expliquer un peu l'histoire de ta marque, Chemin des Marettes, et puis ton histoire personnelle à toi, ton parcours, ce qui t'a mené jusque-là. Donc, pour me présenter, donc je m'appelle Fiona, j'ai 32 ans, j'habite à Paris et j'ai créé Chemin des Marettes il y a 3 ans maintenant. Donc, c'est des compositions d'herbiers. Donc, ce sont des tableaux fleuris avec des fleurs pressées qui ont été pressées pendant 2 à 8 semaines à peu près, que je décline aussi en affiches imprimées, en cartes. Et plus récemment aussi, j'ai développé la papeterie autour des faire-part. Donc clairement, c'est une déclaration d'amour à la nature de tous les jours. Donc voilà, donc j'aime dire que je raconte des histoires avec les fleurs et que j'ai ce petit pouvoir magique de les figer en fait. Et pour la petite histoire, le nom Chemin des Marettes, c'est le nom d'une promenade que je faisais avec ma grand-mère. Derrière une maison de famille en Normandie. D'accord. Donc c'est un grand tour en fait, une grande balade que j'ai fait je ne sais combien de fois depuis 32 ans clairement, où j'ai cueilli toutes les fleurs sauvages et tout ça. Donc voilà, ça faisait un joli symbole. Un hommage à ta grand-mère et à cette initiation à la nature. Et du coup, c'est de là qu'est venue cette passion du coup pour les fleurs et les herbiers de ton enfance, ou t'as toujours eu cet attrait? En fait, je passais toutes mes vacances et presque tous mes week-ends là-bas en Normandie et ma grand-mère adorait son jardin et elle en prenait vraiment grand soin. Donc en fait, je la suivais. Je sais qu'il y avait son petit rituel tous les matins où elle nous emmenait avec la ribambelle de cousins et en tout cas ceux qui voulaient bien la suivre dans le jardin pour voilà, regarder un peu les fleurs. Donc en fait, j'ai beaucoup appris par mimétisme et parce que j'étais
toujours avec elle dans le jardin. Et elle m'a vraiment transmis cette... au-delà d'être une passion, c'est qu'en fait, elle ne tolérait pas son jardin. Elle était vraiment... elle l'accompagnait, elle le comprenait et je trouvais ça génial. Et donc, en fait, j'ai commencé toute petite déjà à presser des fleurs dans des livres, vraiment les choses un peu accessibles aux enfants, je me souviens. Donc, j'ai vraiment... c'est ça. C'était vraiment... On était tous au jardin et c'est là que ça m'a un peu piqué, quoi. Ok. Et du coup, après, t'as tout de suite voulu en faire quelque chose de professionnel ou t'es passée par d'autres étapes Alors, du coup, pas du tout. C'est vrai qu'en grandissant, j'ai été plus attirée par la mode. J'ai fait une école de mode de stylisme où finalement l'univers un peu botanico-romantique m'a jamais quittée parce que c'était quand même mes inspirations. C'était quand même des sources d'inspiration que j'utilisais quand même souvent dans mon travail. Mais c'est vrai que je m'étais un peu éloignée. J'étais plus dans la rapidité du monde de la mode, ce rythme complètement différent avec beaucoup de pression parfois, de pas trop prendre le temps des choses. Et c'est en 2018 où moi, j'ai voulu rendre hommage à ma grand-mère que je venais de perdre et j'avais besoin aussi de retrouver un peu de vrai, un peu de sens, un peu de faire des choses qui résonnaient en fait. Et j'ai décidé de faire pour décorer mon appart, tout simplement, de faire des tableaux de fleurs pressées de son jardin à elle. Ah, sympa. C'est chouette ça comme idée, souvenir d'ailleurs quand on perd quelqu'un comme ça de proche, une grand-mère, un grand-père, de faire ça, ça donne une bonne idée, tiens. Elle avait un massif d'hortensias qu'elle adorait, quoi. Et du coup, j'ai pressé les hortensias l'été et j'ai fait un tableau. Et déjà, dans le processus de réaliser ce tableau, de presser les fleurs et tout ça, c'est exactement comme une Madeleine de Proust où vraiment ça m'a tout de suite ramené à l'enfance et à cette naïveté qu'on peut avoir juste en cueillant des fleurs sur le bord de la route. Et c'était autant thérapeutique que bénéfique, en fait. Et c'était aussi un moment dans ma vie où j'étais en prise à des crises d'angoisse, à une certaine insécurité dans pas mal de choses. Et au final, je pense que rien n'arrive par hasard et que ce sentiment que j'ai eu de revenir à vraiment quelque chose en plus avec cette matière première qui était la nature, ça a eu une symbolique très forte. Et en fait, les gens qui sont venus chez moi m'ont dit « Ah, c'est sympa, qu'est-ce que c'est et comment tu peux nous en faire ?» Ouais, exactement. Et c'est un peu comme ça que du coup est né Chemin des Marettes. Et donc le nom m'a tout de suite... c'était une évidence pour moi. Ça avait un lien avec ma grand-mère. Et voilà. Tu as commencé à en vendre comme ça un petit peu en marge de ce que tu faisais et après ça s'est accéléré, c'est ça? Et après, en fait, justement, moi, à cause de ce moment où j'avais mes crises d'angoisse et tout ça, j'avais arrêté de travailler. Je m'étais déjà lancée en illustratrice freelance. D'accord. Donc, je travaillais quand même dans la mode parce que je dessinais la mode, mais j'avais déjà un peu ralenti, en fait. J'avais déjà ralenti le rythme, le rythme de travail, la pression et tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé à lancer Chemin des Marettes, je voulais faire un peu les deux. Et puis finalement, je me suis complètement lancée juste dans le Chemin des Marettes et qu'est-ce que je pouvais en faire et voilà. Et aujourd'hui, c'est ton entreprise. Oui, c'est ça. À part entière. Et bravo pour ce beau bébé. Merci. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, le process de fabrication de ce que tu appelles les herbiers, donc ces tableaux de fleurs séchées, au moins dans les grandes lignes. J'imagine il y a plein de petits détails, mais comment tu procèdes? C'est vrai que du coup, j'appelle ça un herbier, mais l'herbier, à proprement parler, c'est plutôt un recueil sous forme de livre ou de plusieurs pages où les fleurs et les feuilles vont être répertoriées, tout ça. Mais du coup, oui, il y a plein de notions d'herbier, mais c'est vrai qu'il y a la notion un peu scientifique de l'herbier à des buts de conservation, d'analyse. Mais... Ouais. Et du coup, le process de fabrication, c'est marrant parce que je suis en train d'écrire un livre, spoiler. Ah,
Ah, génial. Ouais, je suis en train d'écrire un livre sur tout ça, sur tout le processus, sur les fleurs pressées, comment. Oui, il y a de quoi remplir un livre entier, j'imagine. C'est clair. Du coup, une fois qu'on a notre matière première, voilà, on commence une recherche de motifs, de couleurs, voilà ce qu'on a envie de raconter sur la feuille. Et ensuite, on y va, composition, collage, encadrement et voilà. Ok. Bon, alors du coup, effectivement, reprenons donc la toute première étape, la cueillette. Donc déjà, est-ce que tu veux nous dire, toi, où tu trouves les fleurs que tu utilises pour tes créations? En plus, tu nous as dit tout à l'heure que tu étais à Paris, donc ça m'intéresse encore plus de savoir comment tu fais à Paris. Est-ce que c'est à Paris que tu fais ça, ou est-ce que c'est en Normandie, ou est-ce que c'est ailleurs? Comment tu choisis et comment tu procèdes à ta petite cueillette? Déjà, j'adore rappeler cette citation qu'on connaît tous d'Henri Matisse qui dit qu'il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Et je pense que effectivement, parfois, il suffit juste d'ouvrir un petit peu plus grand les yeux, ou de s'arrêter, de prendre le temps un peu de regarder, et on voit des choses superbes. Donc, pour ma part, moi, je cueille un peu partout. Alors, c'est sûr que j'ai la chance d'avoir cette maison en Normandie qui est vraiment pas loin. Donc, c'est là-bas que je fais la plupart de mes récoltes. Chez des producteurs aussi, chez des horticulteurs. Aussi, même en ville, même à Paris, je veux dire, quand il y a certaines friches ou des parcs. Alors, bien sûr, hein, je parle pas des fleurs. Des massifs entretenus par la ville, j'espère que tu ne pilles pas. C'est sûr que parfois, ça donne envie. Il y a des super fleurs. Ouais. Mais non, du coup, c'est toujours un peu un but de balade. Voilà, même dans un petit carré de friche, il peut y avoir des feuillages qui sont très intéressants et qui vont avoir un super rendu. Donc ça, c'est génial. Il y a aussi les fleuristes, bien sûr, qui ont des super choses qu'on trouve pas facilement comme ça. Ouais. Donc tu achètes parfois aussi, Oui, tu fais un ouais. J'achète. Après, pour les gros projets, comme par exemple, là, j'ai eu un gros projet où je devais faire 200 herbiers, voilà, dans un temps assez limité. J'ai aussi trouvé, et je cherche encore beaucoup, mais des fournisseurs qui vont presser les fleurs pour moi. Oui, pour que ça aille un peu plus vite. Voilà, c'est ça. Mais ouais, et du coup, même parfois, un bouquet qu'on va m'offrir, je vais jamais le laisser complètement faner. Je vais le laisser, je vais en profiter, mais il y a toujours un moment où je sais que, ok, là, à partir de maintenant, je vais le presser, parce qu'en fait, c'est soit du coup il va faner et je vais le jeter. Ah, c'est intéressant ça. Et à quel moment tu vois, c'est quoi le signal quand on a un bouquet et qu'on veut récupérer les pétales ou les fleurs? Par exemple, pour les feuillages qui sont très souvent dans les bouquets, type eucalyptus par exemple. Bon, celui-là, ça va pas être trop difficile parce que c'est un feuillage qui reste un peu sec. Mais par exemple, pour les roses et tout ça, à partir de 3 jours, je dirais, quand on le voit un peu en fait. Quand ça commence en fait un petit peu à... Ouais, qu'elle ait plus de la première fraîcheur. Il y a plus de risques. Souvent, justement, par exemple, je vois là, j'ai une rose que je vais pas tarder à utiliser, mais quand elle commence un petit peu son processus et qu'elle commence un tout petit peu à se faner, elle risque quand même dans la presse de moisir ou d'avoir voilà, ces espèces de taches qu'on peut retrouver. Après, voilà, ça peut aussi être un effet recherché, ou ça peut juste l'envie de sauvegarder un bouquet d'une occasion particulière sans vouloir absolument avoir une esthétique. Parfaite, ouais. Ouais, c'est aussi une bonne idée encore. Je note encore cette idée pour garder un bouquet qu'on nous a fait pour une occasion spéciale. D'ailleurs, oui, ça me fait penser, en ce moment, j'ai une mariée qui me demande ça justement, pouvoir sauvegarder son bouquet de mariée. Donc voilà, c'est vrai que je trouve que c'est une belle idée aussi. Tout à fait. Mais alors justement, ça m'amène à ma question d'après. Est-ce qu'on peut faire ça avec toutes les variétés de fleurs? Parce que j'imagine qu'il y en a où ça marche plus ou moins bien quand même. Donc si on veut sauvegarder tout son bouquet, est-ce que c'est vraiment possible? Exactement, ça c'est la première contrainte. Clairement, je vais séparer un peu les fleurs en deux. Pour moi, il y a les fleurs naturellement plates, entre guillemets, ou plus en 2D. Par exemple, la typique l'hortensia, qui est déjà presque plate. Enfin, c'est pétales en tout cas. Oui, voilà. Par exemple, on retrouve aussi les petits boutons d'or. On a aussi les fougères. J'aime bien aussi les feuilles de fraises, surtout les fraises des bois, parce que c'est un peu plus petit que la grosse fraise.
mais voilà, qui en 3 petites feuilles comme ça aussi, qui se pressent super bien. Et ensuite, il y a l'autre catégorie où c'est des fleurs plus en 3D, hein, qui ont des cœurs beaucoup plus présents, beaucoup plus fournis. Un peu plus charnu aussi. Et qui contiennent plus d'humidité, qui vont faire que dans la presse, ça peut endommager le reste des pétales, le reste de la fleur durant le pressage. Donc, par exemple, voilà, pour commencer, je conseille toujours ces fleurs un peu 2D, comme justement donc l'hortensia, le bouton d'or, même la pâquerette, voilà, le delphinium, toutes ces fleurs un peu plus faciles. Ensuite, pour vraiment les fleurs tridimensionnelles. Qu'est-ce que c'est l'astuce du coup pour les fleurs tridimensionnelles un petit peu plus compliquées? C'est quoi le petit secret? On peut enlever les pétales. Ouais. Presser les pétales et si on a envie ensuite de vraiment avoir la forme de cette fleur, on peut un peu la recomposer sur le tableau. On peut aussi la couper en 2, en fait, faire vraiment une coupe comme on verrait dans un manuel botanique. Oui, voilà, et la presser en fait face contre le papier. Et, enfin voilà, d'avoir aplati un côté de cette fleur pour pouvoir mieux la presser. Il y a aussi, je teste un peu en ce moment aussi une nouvelle technique, c'est c'est un petit peu plus compliqué, mais de venir découper un trou, en fait, un rond dans le carton qui va être dans la presse pour que le cœur de la fleur ne s'aplatisse pas trop, mais aille dans ce trou. D'accord. Et que les pétales, eux, puissent bien se presser, mais qu'ils soient pas endommagés, en fait. Essayer de vraiment séparer... La partie bombée de la partie plate. Bon, ça, c'est réservé aux pros, ça. C'est un challenge, mais il y a des fleurs qui sont tellement belles qu'on voudrait les garder entières et pas devoir les décomposer. Donc voilà. Tu as parlé un petit peu de carton. Au niveau matériel, de quoi on a besoin? Alors peut-être déjà pour quelqu'un qui serait amateur. Après toi, j'imagine tu as des choses un petit peu plus poussées. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour commencer à faire un petit peu des fleurs pressées et des herbiers chez soi? En tout premier, je vais dire qu'il faut de la patience. Oui, c'est vrai. Et de la persévérance, parce que on n'y arrive pas toujours du premier coup. Et voilà, faut jamais se décourager parce qu'une fois, ça peut ne pas fonctionner. Et la fois d'après, être une super réussite. Donc ensuite, il faut aussi vraiment avoir en tête que notre ennemi numéro 1, c'est l'humidité. Donc il faut surtout cueillir à des moments où les fleurs ou les feuilles sont vraiment secs. Donc éviter la rosée du matin, éviter bien sûr quand il y a des jours de pluie. Ça, c'est hyper important parce que ça va conditionner complètement le résultat. Mais peut-être éviter les trop fortes chaleurs aussi, non, quand même, j'imagine? Oui. Vaut mieux cueillir, quand il fait trop chaud et que la fleur, on la voit, elle souffre un peu, elle a soif et tout ça. Il faut trouver le bon moment où elle est, voilà, elle est en forme, on va dire. Ouais. Elle est pas trop mouillée. Voilà, c'est ça. Et une fois qu'on a ça, ensuite, en termes de matériel, on peut commencer tout simplement dans un livre. Alors, pas dans un livre auquel on tient, parce qu'il peut être taché, abîmé, gondolé. On peut aussi protéger les pages par des petites feuilles de brouillon pour être sûr que voilà, ça ne va pas se transférer sur le papier. On peut mettre des feuilles de n'importe quelle nature ou faut un peu des feuilles un peu buvard, un peu canson? Alors, à la base, c'est vrai qu'on dit il faut du papier buvard, mais aujourd'hui, le papier buvard, on a quand même du mal à en trouver et c'est très cher. Et franchement, moi, j'utilise du papier brouillon type imprimante que je réutilise à chaque fois et ça fait complètement le job. Et d'ailleurs, je déconseille le sopalin qui souvent a des petits motifs et qui vont s'imprégner en fait sur les pétales. Bon, à moins que ce soit quelque chose qu'on recherche, c'est possible aussi. Mais voilà, ça va là où le papier tout simple, voilà, qui a vraiment sa surface lisse, qui est lisse, ouais, ne va pas du tout interférer dans le pétale. Mais le sopalin, oui. Parfois aussi, le papier style papier sulfurisé, il peut se friper un peu avec l'humidité et il va friper avec lui le pétale, en fait. Voilà, c'est pas non plus forcément ce qu'on cherche. Donc on met 2 feuilles, les plantes au milieu et on ferme le livre et on ferme le livre et ensuite on rajoute bien du poids dessus, donc une pile d'autres livres. Et ensuite on le laisse, c'est mieux qu'il soit pas rangé dans un coin. Faut quand même que l'air puisse un peu circuler autour et faire attention à ce que la pièce soit pas humide. Bon, ça
évident, mais ça c'est pour presser dans un livre. En général, c'est pas trop capricieux. Bon, ça prend un peu de la place les piles de livres, surtout quand on veut presser plusieurs choses. Ensuite, il y a la presse en bois classique que j'utilise moi, qu'on peut très facilement fabriquer ou qu'on peut aussi acheter dans le commerce. Oui, et c'est pas très cher, hein. Moi, j'en ai vu. Même pour les enfants, il y en a, ça peut être sympa aussi. Et là, c'est pareil. En général, du coup, les presses sont fournies avec des planches de carton qui, elles, vont permettre en fait aux petites planches de récolte de respirer un peu dans la presse. Là où, par exemple, dans le livre, il faut laisser entre chaque endroit où on va mettre les fleurs, il faut laisser quand même quelques pages et pas mettre vraiment genre à toutes les pages des fleurs pour que l'humidité qui va être absorbée par le papier, il faut pas qu'il puisse contaminer entre guillemets les autres planches. Et là aussi parfois avec le carton, je sais qu'il y a des ondulations, des cartons ondulés qui peuvent eux aussi altérer les pétales des fleurs. Donc en général, je ne mets jamais les fleurs en contact direct avec le carton qui est fourni dans les presses en bois ou voilà. Je peux conseiller aussi un type de journal de balade, c'est-à-dire que parce que parfois quand on se promène et qu'on voit des fleurs, par exemple, si je pense au coquelicot, le temps de le cueillir et de le ramener à la maison pour le mettre dans une presse ou dans un livre, il va avoir une tête un peu... Oui, il se fatigue vite. Voilà. Donc pour ce genre de cas-là, moi j'ai ce que j'appelle un carnet de balade ou journal de balade que j'avais acheté il y a très longtemps, effectivement, qui a des pages un peu style un peu parchemin, un peu certainement qui était fait pour l'aquarelle ou quelque chose dans ce genre-là. Mmh. Et directement sur place, en fait, je vais placer tout de suite la fleur entre les pages et je vais refermer. Il a Une petite un ficelle. lien. Ouais, voilà. Mmh. Et je vais le refermer et au moins ça permet de presser certaines choses tout de suite. Oui, il vaut mieux pas trop attendre, j'imagine, entre la cueillette et le pressage. Et est-ce que d'ailleurs, quand tu presses, que ça soit là, comme ça, en balade sur le moment ou même chez toi, est-ce que tu fixes les fleurs avec des petits scotch, des choses comme ça, ou tu les laisses Non, je mets rien du tout. Je Tu les fais juste attention. ouais. J'ai des pinces, j'ai plusieurs pinces pour les manipuler vraiment en faisant attention, mais non, je les colle pas. D'accord. Et une autre difficulté, je dirais, je dis ça parce que moi, par expérience, j'ai essayé et c'est vrai qu'il y a pas mal de petites déconvenues qu'on rencontre quand on se lance dans le pressage des fleurs, c'est la conservation de la couleur. Parce que on s'imagine que la couleur de la fleur va rester exactement pareille, et puis quand on ouvre notre livre quelques jours après, pas du tout ce qu'on attendait. Bon, parfois, c'est très joli quand même, mais voilà. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des grandes règles déjà à connaître sur la transformation des couleurs? Et quelles sont tes astuces? J'aimerais citer un horticulteur qui s'appelle Henri Koch qui a dit toutes les fleurs se faneront, mais ce n'est pas nécessairement un problème. Presser ne consiste pas à préserver la couleur, mais plutôt la forme et la structure. Et j'aime ce qu'il dit parce que, encore une fois, ça enlève cette pression qu'on peut se mettre quand on va presser des fleurs à obtenir exactement le même résultat qu'on voyait de la fleur fraîche, mais à plat. Et en fait, c'est en soi pas tellement possible parce qu'on va quand même la déshydrater, donc elle passe par un processus de transformation. On voit par exemple que quand je presse de l'hortensia rose, même un peu rose fuchsia, en général, moi, il ressort violet, un peu lit de vin. Il va se foncer. Il y a aussi le problème des fleurs qui vont se teinter un peu de marron ou qui vont avoir des taches. Tout ça, c'est à cause de l'humidité qui va vraiment venir décolorer ou justement ajouter cette teinte un peu marron sur les fleurs. Donc on essaye déjà de réduire l'humidité à la fois avec les techniques que tu as données sur les feuilles, etc. Et puis l'endroit où on met les livres ou la presse, en fait. Et aussi ne pas hésiter à surveiller, en fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que une fois que c'est dans la presse, on oublie un peu la presse pendant un mois et puis on l'ouvre. Alors que j'ai appris justement en ayant beaucoup de déconvenues qu'il faut surveiller parce que parfois, il peut y avoir justement une fleur qui va commencer
à mal se presser ou à avoir des taches. Et si on la voit pas à temps, elle va contaminer toutes les autres et toute la presse. Donc j'aime faire au bout des 2 premiers jours de pressage où vraiment pour moi c'est là que l'humidité, enfin la majorité de l'humidité s'en va, ou en tout cas va dans le papier. J'aime changer les papiers ou aérer un peu pour que qu'elle continue son processus de pressage au sec en fait. Il y a certaines fleurs qui sont vraiment très capricieuses à presser, je pense là notamment parce que j'ai raté de l'hortensia bleue qui est sortie avec plein de taches partout parce que, et je le savais, je l'ai oublié dans la presse et j'arrêtais pas de me dire il faut que je l'aère, je l'ai pas fait et voilà. Voilà, juste un moment où on va ouvrir la presse sans venir embêter vraiment les fleurs parce que si on la bouge trop, elle peut déjà se casser ou mal prendre une position. Donc juste venir changer les sandwichs de papier brouillon en fait qu'on a mis, qui du coup normalement seront déjà un peu humides, on peut le sentir même, et remettre du papier sec. Donc ça évite beaucoup justement de déconvenues de couleurs sur les fleurs. D'accord. Bah, ensuite, il y a des fleurs qui perdent leur couleur. Il y en a, on s'en rend compte au pressage. Par exemple, je pense aux primes verts. Les primes verts vont sortir, vont avoir des couleurs très vibrantes quand elles sont fraîches. Une fois pressées, un peu moins. Et je me suis aperçue avec le temps quand même qu'elles perdent assez vite leur couleur. Est-ce qu'il y en a qui les gardent bien alors justement? Qu'est-ce qu'il y aurait comme variétés qui sont assez, ou du moins qui peut-être se modifient mais qui gardent une couleur assez jolie, assez éclatante? Il y a l'hortensia, définitivement. Toujours la star. Ouais, c'est vrai, hein. Bah oui, c'est vrai qu'on le retrouve souvent dans les herbiers de fleurs pressées. Pour moi, il y a le delphinium aussi, bleu, qui ressort vraiment bien. Il y a toutes les petites variétés de roses qui sont juste magnifiques. Les pensées sont aussi ressortent vraiment très très bien, et pour le coup, c'est vraiment des bonnes surprises parce qu'elles ont toute une complexité, donc c'est génial de pouvoir presser ça. Après, le cosmos garde très bien sa couleur orange et jaune aussi, d'ailleurs. Voilà, là, comme ça. Ok, c'est déjà pas mal, ça fait de quoi faire une petite composition. Et tu disais donc, tu fais cette petite manipulation là au bout de quelques jours de pressage pour évacuer un peu d'humidité. Et sinon, au bout de combien de temps tu considères que c'est pressé, et comment tu sais que là, voilà, les fleurs sont prêtes et que tu peux les mettre dans ton cadre? Je laisse au minimum toujours 2 semaines déjà, et ensuite je commence un peu à regarder. Donc ça va dépendre déjà de l'épaisseur de la fleur initiale qu'on a mis dans la presse. Si c'est une fleur charnue, elle va mettre beaucoup plus de temps à sécher, ça c'est sûr. De venir un peu regarder et toucher avec le doigt. Et si elle colle au doigt, c'est qu'elle a encore de l'humidité. Si elle colle pas au doigt, si elle a vraiment cet aspect presque un peu de papier tout sec, on le voit tout de suite, c'est qu'elle est prête à rejoindre les herbiers. Voilà, faire ce petit test du doigt, voir si elle se détache bien de la feuille, ou voilà, si on arrive à la manipuler, c'est que ça y est, elle est prête. Ok. Et donc là, on arrive un peu à la dernière partie qui est la composition du cadre. Si on parle de tes herbiers, par exemple, comment tu fais? Est-ce que tu laisses totalement libre cours à ta créativité? Est-ce qu'il y a un peu des guides pour que ça soit joli, harmonieux? Parce que c'est vrai, quand on voit sur ton site, c'est juste magnifique. J'invite tout le monde à aller voir. C'est ultra harmonieux, les couleurs, les formes, enfin c'est superbe. Donc, est-ce que tu peux nous conseiller un peu là-dessus? Déjà, de faire clairement ce qui vous plaît et de pas trop se mettre la pression sur un résultat. Je pense que ce qui est intéressant dans une jolie composition d'herbier, c'est de varier les tailles et les formes. C'est-à-dire que voilà, avoir des toutes petites fleurs ou des petits feuillages, avoir des fleurs rondes, des fleurs un peu plus carrées, je trouve que ça c'est ce qui fait quand même un peu la richesse aussi d'un herbier. Donc varier les tailles et les formes. Ensuite aussi, j'essaye toujours de rester dans une harmonie de 3-4 couleurs, mais pas plus. Ou être dans un camailleux, voilà, rester dans des roses, rester
dans des couleurs qui vont bien entre elles. Et aussi, j'essaye toujours de bien espacer les végétaux, d'avoir à peu près le même espace, de garder voilà cette unité d'espace entre chaque qui va faire que toute la composition se lie. Oui, et c'est vrai qu'elles sont très graphiques quand même, tes compositions. On sent qu'il y a une régularité quand même, ouais. Ouais, voilà, c'est ce que j'aime bien faire en fait. Bon, après, c'est vrai que je suis très adepte de la symétrie. Donc après, on peut se faire aussi des sortes de pochoirs. Par exemple, si on veut faire un cercle, on peut se fabriquer un pochoir en avance et venir composer dans le cercle. On peut aussi faire des symétries à partir d'un point ou des rosaces. Ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est hyper marrant à faire et le résultat est toujours top. Donc voilà, je pense qu'il faut pas trop se limiter. Voilà, faire attention au vide et au plein. Je sais que c'était quelque chose que j'apprenais quand j'étudiais le textile, dans les motifs, voilà, pour avoir une unité intéressante. Ok. Et après, tu mets dans des cadres classiques. Il faut des cadres particuliers, des cadres forcément transparents des deux côtés, ou enfin, peu importe. Comment Bah, peu importe, ouais. Franchement, moi, j'utilise, voilà, j'ai un gabarit de cadre en bois de chêne et je travaille sur un papier de type aquarelle, un papier qui est assez épais, qui va pas gondoler avec la colle, parce que du coup, faut coller les fleurs. Tu mets de la colle, pareil, classique aussi, ou... Oui, c'est de la colle vinylique blanche D'accord. qui devient transparente au séchage et qui marche très très bien. Pareil, hein, je badigeonne pas la fleur de colle parce que c'est quand même une colle à base d'eau et on vient de tout faire pour Pour qu'elle sèche. voilà, exactement. Donc un petit point de colle derrière, ça suffit. Mais donc du coup, oui, moi j'utilise des cadres avec des fonds, mais il y a des super compositions d'herbier dans des cadres transparents des deux côtés que je trouve vraiment superbes parce qu'on peut voir aussi l'envers de la fleur qui est parfois aussi beau que l'endroit. Après, a priori, si on le met pas peut-être en plein soleil, après on peut le garder très longtemps, Oui, ce voilà. type d'herbier. Donc effectivement, il faut éviter vraiment les contacts avec du soleil en direct parce que ça va faire partir toutes les couleurs et ça va même le faire un peu jaunir, quoi. Aussi les pièces avec de l'humidité, donc bon, bah, par exemple une salle de bain, ça va pas être super. Et même si les couleurs évoluent, en fait, j'aime aussi cette poésie on travaille quand même avec de la nature qui continue finalement d'évoluer, qui continue de vivre et parfois il y a aussi des entre guillemets des décolorations qui peuvent être toujours aussi jolies et apporter une nouvelle version. Donc je trouve que c'est très poétique, mais C'est vrai, tu as raison. Non, mais en plus, nous, ça rejoint un peu ce que nous on dit souvent aussi en jardinage. Il faut pas chercher la perfection et les choses figées parce que ça, c'est un peu incompatible avec la nature. Donc, faut laisser un petit peu de hasard et de naturel dans tout ça. Ok, et juste un dernier mot, alors c'est peut-être un peu moins ton sujet, mais je voulais quand même qu'on l'évoque rapidement, au sujet des fleurs séchées. Ça, c'est aussi une autre manière sympa de conserver, par exemple, un bouquet ou d'avoir un peu de nature chez soi, autre que des fleurs fraîches. Est-ce que c'est les mêmes types de fleurs qu'on peut faire sécher que celles qu'on peut faire presser? Et est-ce que tu as un conseil rapidement là-dessus sur le côté fleurs séchées? Donc, juste pour expliquer aux auditeurs et auditrices, toi, on a parlé de fleurs pressées, donc vraiment qu'on met sous presse et qu'après on met dans des cadres, par exemple, faire des compositions. Fleurs séchées, c'est plus simplement des fleurs, des bouquets qu'on va mettre dans un vase et qui vont se déshydrater et qu'on va pouvoir garder parfois des années comme ça chez soi. Voilà, hein, les fleurs séchées, elles restent en volume là où la fleur pressée va être plate. Hein. C'est vrai que les fleurs séchées, c'est aussi une super façon de pouvoir sauvegarder des bouquets, des souvenirs. Moi, j'en ai pas mal aussi et c'est une jolie décoration. J'ai pas de grands conseils en termes. Voilà, on fait souvent sécher un bouquet attaché à une ficelle et la tête en bas. Et je pense que il y a beaucoup de végétaux qui s'y prêtent, peut-être moins que pour le pressage d'ailleurs. Plus que pour le pressage, tu veux dire?
ou moins que pour le pressage? Oui, peut-être plus, pardon. Oui, peut-être plus que c'est ce qui me semblait spontanément. Oui, bien sûr. Et il y a aussi je sais qu'il y a des techniques vraiment pour les rendre encore plus vibrantes et qu'elles restent vraiment assez qualitatives et pas trop fanées et friables. Il y a la conservation dans le gel de silice. Je sais que ça, c'est pour faire aussi ce qu'ils appellent des fleurs stabilisées. Ça va être une fleur naturelle, hein, mais qu'on va combler en besoins énergétiques dans le gel de silice, par exemple. Et donc, on va réussir à faire des fleurs séchées, mais qui ont vraiment cet aspect presque naturel. Je pense qu'on aura sûrement l'occasion de faire un épisode dédié aux fleurs séchées, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien aussi ça et c'est intéressant. Bon, je pense qu'on a de quoi faire pour commencer à confectionner nos petits herbiers. Et puis, si on n'a pas envie de se lancer ou si on veut quelque chose de quand même d'un autre niveau, on va dire, en termes d'expertise, on regarde aussi sur ton site parce qu'il y a plein de très belles choses. Du coup, les 2 petites dernières questions rituelles du podcast, c'est d'abord, est-ce que tu as une recommandation de livre ou de documentaire sur ce sujet ou sur un autre sujet d'ailleurs qui te plairait à nous partager? Alors sur ce sujet, je vais vous dire d'attendre le printemps. Bientôt ton livre. Voilà, exactement. Parce que je suis en train de concocter une jolie chose qui prend beaucoup de temps, mais je dis tout. Je dis tout ce que je sais et tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir commencer à faire des herbiers. Et c'est voilà. Donc Okay. il y aura bientôt mon livre. On en parlera. Ensuite, je recommande une petite flore, un petit guide qui s'appelle La mini-flore du jardinier promeneur de Marine Crécy, que j'adore. Je le connais, très chouette. Qui est donc, c'est une petite fleur illustrée, super belle avec des anecdotes, qui est vraiment très facile d'accès, qui fait pas compliqué quand on recherche quelque chose, parce que c'est vrai que voilà le processus de recherche dans une flore est pas toujours c'est pas le plus funky, hein, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que celle-ci est assez ludique. Ouais, et même pour les enfants, justement cet été j'étais à Giverny et avec des enfants, et c'était plus facile pour eux aussi de chercher, donc ça, elle est vraiment top. Et il y a aussi The Complete Language of Flowers de Teresa Dietz, que j'adore parce que elle a vraiment regroupé toutes les légendes autour des fleurs, leur signification, leur possible pouvoir un peu dans la magie ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est génial d'apprendre un peu ça. Donc super. Voilà. On mettra ces 2 livres en référence et puis on ne manquera pas de parler du tien au printemps prochain du coup. Et la dernière petite question pour terminer, un petit conseil en 3 mots, hein, mais ton petit conseil pour voir la vie en vert. S'offrir des fleurs. Super, c'est beau. S'offrir des fleurs et pas attendre qu'on nous en offre, mais ouais. Super. Et écoute, merci beaucoup Fiona, merci pour tous ces précieux conseils. Écoute, bonne continuation avec le Chemin des Marettes, qui est une très belle entreprise. On se reparle bientôt de tout ça et à plus. Merci. Au revoir. Au revoir. Cette interview est terminée, mais restez en ligne. Maintenant, place au mémo de Vert Magazine avec tous nos conseils pour mettre facilement en pratique le sujet découvert dans l'interview du jour. J'espère que cet entretien avec Fiona vous a plu et vous a donné envie de presser vos fleurs. Je trouve personnellement que c'est une super idée pour garder un souvenir d'une personne, d'un beau moment comme un mariage, ou pour offrir un cadeau à l'occasion d'une naissance par exemple. Comme à notre habitude, voici maintenant un petit mémo pour se rappeler les étapes principales pour se lancer dans un herbier. Première étape, bien sûr, la cueillette des fleurs. Donc on va cueillir à des moments où la fleur n'est pas trop humide, on évite du coup l'arroser du matin et les jours de pluie, mais où elle n'est pas non plus soumise à de trop fortes chaleurs, il ne faut pas qu'elle soit en souffrance. Si on choisit une fleur un petit peu fragile comme le coquelicot, ou si on prévoit de faire une balade un peu longue et qu'on ne va pas rentrer tout de suite pour presser la fleur, on peut faire un pressage intermédiaire de la fleur dans un petit carnet de balade, ça permettra de bien la conserver immédiatement. On peut choisir un peu tout type de fleurs, il faut faire des tests, mais il est vrai qu'il sera plus simple de commencer avec des fleurs ou en tout cas des pétales le plus plat possible. Donc, par exemple, l'hortensia, c'est un petit peu la star des fleurs pressées parce qu'il a des pétales très plats et très faciles à presser. Mais Fiona nous a parlé aussi du delphinium ou des pensées, par exemple, qui s'y prêtent bien. Ensuite, on va placer tout simplement la fleur ou ses pétales dissociés entre 2 feuilles de papier basique, type papier imprimante, entre les pages d'un gros livre. On referme
et on met du poids par-dessus et on place tout cela dans une pièce pas trop humide. Au bout de quelques jours, on peut ouvrir délicatement, regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des couleurs, au niveau du séchage et éventuellement remplacer les feuilles de papier pour limiter l'humidité et remettre des feuilles un peu plus sèches. Au bout de 2 semaines minimum ou même un peu plus, on pourra ensuite ouvrir et récupérer les fleurs définitivement. Il faut s'assurer qu'elles soient bien sèches au toucher à ce moment-là et qu'elles se décollent facilement des feuilles. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter bien sûr à laisser sécher un petit peu plus longtemps. Dernière étape, on laisse libre cours à sa créativité et on positionne tout cela dans un cadre en mettant simplement un petit point de colle derrière chaque élément. Voilà, vous savez tout grâce à Fiona, vous êtes prêts à démarrer. À noter d'ailleurs qu'il y a un petit tuto illustré spécial fleurs pressées dans le numéro 3 de notre magazine. Sur ce, bonne cueillette et bonne création. À plus. La voix verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vertmagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Vert Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt.